Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour un nouveau forum. Parlons un peu latin pour commencer. Pax, ça signifie la paix et ça désigne habituellement un état de calme et de tranquillité comme une absence de perturbation, d'agitation ou de conflit, tel que je me sens ce matin. Alors, parfois considéré comme un idéal social et politique, la paix au niveau international se résume à la non-agression et le respect des frontières, des droits et des devoirs de chaque peuple. Ainsi, la paix présente des enjeux, mais elle fait face également à un certain nombre de problèmes que nous allons évoquer au cours de cette émission avec trois invités que j'ai l'honneur de vous présenter. À l'extrême gauche, vous avez Dado Nora Amedjenou Noviekou. Bonjour, Dado. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. WANEP, c'est le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Hein? Oui, c'est ça. Vous voulez construire la paix. Nous devons construire la paix. Avec vous, docteur Christian Kessoubo. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Docteur Kessoubo est le directeur exécutif de Carrefour Emploi Développement, c'est Togo. Vous êtes également consultant expert chargé de santé et éducation au collectif des jeunes pour le développement CJD et enfin chargé de programme du réseau international des jeunes leaders francophones, hein, RIGELF Togo. Tout à fait. Et un troisième invité, Amadou Dissou. Bonjour, monsieur Dissou. Bonjour. Vous êtes membre de la commission épiscopale justice et paix de l'Église catholique du Togo et puis défenseur des droits de l'homme. Hein. Oui. Droits de l'homme parce que le thème cette année de la journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre, c'est le droit à la paix 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, chers invités, pour commencer, je voudrais avoir votre impression hein, sur la situation dans le monde aujourd'hui. Est-ce qu'il vous fait plus peur aujourd'hui, le monde? Le monde est-il plus paisible aujourd'hui qu'hier? Quel est votre avis sur la question? Je commence avec vous, monsieur Dissou. Merci, Gilles. Ça dépend de ce que nous mettons dans hier. Puisque hier, pour moi, a plusieurs périodes. Et dans ce hier, je commence par la création même, puisque l'histoire même de la création nous a toujours montré que dès la naissance du monde, il y a toujours eu des perturbations, des guerres par-ci, la non-considération de l'être humain, d'autres qui considèrent l'être humain comme un instrument. Et de ça jusqu'à nos jours, je crois quand même qu'avec l'évolution des mentalités, l'esprit de toujours créer, ça fait que toujours est-il qu'il y a toujours des perturbations entre les êtres humains que nous sommes. Et si ce n'est pas les êtres humains eux-mêmes qui sont à la base, donc c'est la nature elle-même qui amène l'être humain à ne pas être paisible. Dado, est-ce que le monde d'aujourd'hui vous fait plus peur? Alors, disons que le monde a toujours fait peur par rapport à tout ce qu'il y a comme conflit de par le passé aujourd'hui. Je crois que grand-chose n'a véritablement changé. S'il y a quelque chose à dire, c'est tout simplement que les conflits évoluent avec le temps. Et chaque temps avec sa réalité. Du coup, on ne pourra pas dire aujourd'hui que hier était plus paisible qu'aujourd'hui, ni aujourd'hui est plus paisible qu'hier, mais tout simplement que chaque période avec son lot de conflits et que les humains que nous sommes justement invités à construire cette paix-là, à la rechercher parce qu'en fait c'est une quête permanente. Et donc, il n'y a pas de comparaison à faire parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Oui, mais si moi je me limite aux 2000 ans que vous connaissez très bien, puisque nous sommes en 2018, si après 2000 ans on poursuit encore la construction de la paix, est-ce qu'il n'y a pas un problème hein? Disons, le monde évolue. Ça, c'est un premier point. Et ça évolue avec un certain nombre de réalités. Il y a les causes des conflits dans le temps ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et c'est pour cela que vous allez entendre certains parler des nouvelles menaces à la paix. Ça veut dire qu'il y a des anciennes menaces à la paix. Et donc, par rapport à ça, forcément, il faut une recherche permanente. Là n'est pas encore un problème.
c'est d'être conscient que, en fait, le monde, en fait, est en évolution, est en permanent changement. Et du coup, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers, mais il faut, chaque jour que Dieu fait, essayer de chercher cette paix-là. Parce que aussi, connaissant l'être humain qui est changeant, il ne faut pas, je vais dire, se reposer. Il faut chercher la paix chaque jour. Et c'est normal, c'est ça même qui permet à ce que nous puissions maintenir un équilibre dans notre société. Et donc, on ne saurait dire à un moment donné qu'il n'y a plus de... comment dire, cette recherche-là, en fait, qu'on a fait assez, on ne pourra jamais dire cela, parce qu'en réalité, le conflit est là chaque jour, et le conflit est inhérent à l'être humain. Dans cette logique, la recherche de la paix doit être permanente. Vous avez peut-être raison, hein, parce que il y a des défis nouveaux que vous avez soulevés. Dans le domaine de la santé, par exemple, on ne connaissait pas le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise il y a 2000 ans. Donc, de nouvelles maladies apparaissent, Ebola, etc. Docteur, sur le plan de la santé, est-ce que ce n'est pas la plus grande menace à la paix aujourd'hui, hein? Parce qu'il y a de plus en plus de virus qui naissent, qu'on ne maîtrise pas, des maladies de plus en plus redoutables. Dans le domaine de la santé, est-ce que les menaces les plus graves ne viennent pas de là? Oui, je vous remercie beaucoup parce que nous savons aujourd'hui que le monde est en permanence changement continuel et il y a une évolution technologique qui ne dit pas son nom. Et les prochaines guerres ou bien les prochaines menaces, ce n'est pas ce que nous avions vécu il y a 50 ans ou bien il y a 100 ans. Maintenant, nous allons sur un nouveau champ, hein, pour amener cette conquête qui est permanente, que nous devons avoir à l'esprit, que nous devons travailler chaque jour pour la paix. Parce que vous voyez aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les recherches que les gens financent et qu'on trouve, on fabrique même, hein, les virus pour tester. Ça peut être une guerre, hein, de scientifiques demain. Et ça peut être une guerre technologique. Donc, comme disait tout à l'heure Nora, ma soeur, c'est que nous devons être tous les jours à la recherche et nous devons cultiver chaque jour et en permanence cette paix. Et ça devait être le travail de tout le monde. Parce que si le monde fait peur, hier ça faisait peur, aujourd'hui ça fait plus peur. Et que notre recherche, notre culture de la paix doit être en permanence, sans faille. Et tout le monde doit le faire. Parce que ce n'est pas les guerres que nous avions vécues hier, mais nous avons déjà cette menace de la paix dans nos foyers, dans nos milieux de travail, partout dans notre société. Et que nous devons travailler chaque jour. Parce que la prochaine guerre, elle sera très, 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 très néfaste pour nous, parce qu'elle sera technologique. Bon, on parle, vous avez plusieurs fois répété, construire la paix, promouvoir la paix. Pourquoi alors? Est-ce que la paix n'est pas une disposition naturelle? Est-ce que l'homme ne naît pas naturellement bon? Est-ce qu'il faut promouvoir la paix? Madame Noviekou. Oui, comme disait quelqu'un, l'homme naît bon, mais c'est la société qui le corrompt. Alors, dans cette logique, c'est clair que la recherche de la paix doit être, comme je l'ai dit tantôt, permanente. On doit la construire. On doit la construire aussi parce que c'est pas évident. La paix n'est pas acquise. C'est une quête permanente. C'est Raymond Poincaré qui disait « La paix est une création continue ». Parce qu'en fait, qui parle de paix parle de plusieurs dimensions. C'est pas juste un mot, c'est un comportement, mais au-delà, c'est une vie. Une vie parce que c'est chaque jour. Chaque jour, on doit pouvoir essayer de vivre en harmonie avec son prochain, ce qui n'est pas toujours évident. On doit essayer d'assurer un environnement favorable autour de soi, ce qui n'est pas toujours évident. Et du coup, il va falloir que l'autre et moi, nous puissions comprendre que nous sommes dans une recherche permanente de cette denrée rare-là, qui est la paix.
Et que aussi, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération pour que le monde soit vraiment paisible, que le monde soit, on va dire, pacifique. Mais est-ce que c'est un exercice, ça doit être un exercice personnel ou... D'abord personnel. D'abord, c'est un travail personnel et après, ça devient collectif. Parce que si je suis d'abord en paix avec moi-même et je suis artisan de paix, c'est plus facile de collaborer avec les autres. Mais si je suis une personne, je vais dire, qui cherche des problèmes, agressive, violente, c'est clair que je ne construis pas la paix autour de moi. Donc d'abord, la paix commence doit par... être un apprentissage à la fin. Ah oui, absolument. Alors, comment apprendre la paix, comment apprendre à vivre paisiblement, M. Dissou? Oui, comment apprendre à vivre paisiblement, ça dépend de l'éducation que nous avons reçue. Et tout doit passer par l'éducation à la base de nos enfants. Et comme il s'agit d'une éducation, donc c'est quelque chose de permanent. S'éduquer et d'abord le respect de soi. Si on va au plus bas niveau, on apprend aux enfants à se respecter, à respecter les aînés, à respecter autrui, à respecter les biens d'autrui. Et de là, l'enfant grandissant, l'école aussi ajoute sa formation. On apprend à l'enfant à respecter. Dans la mesure où l'enfant a déjà appris à respecter les biens d'autrui, une fois dans la grande société, quand il sort de la famille, rentre dans la grande société, il apprend à respecter les biens de l'État. Il apprend aussi à respecter les lois de l'État. Et c'est comme ça que nous avons construit tout bonnement cette paix autour de nous, qui est une quête permanente, comme viennent de le dire, et docteur et Madame Nora. Donc, vous avez parlé de la structure familiale, vous avez parlé des structures scolaires et puis de la société elle-même. Ça veut dire que des curricula de formation doivent être définis pour pouvoir être appliqués, ou c'est chacun pour soi? Comment ce travail doit se faire? Est-ce qu'il ne faut pas organiser cet apprentissage de la paix au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de la société? Alors, disons que d'abord au niveau de l'État, il faut que l'État, qui est en fait le garant de la stabilité d'un pays, doit prendre des mesures pour que, au niveau des écoles, que la paix soit enseignée. En ce sens que, en l'enseignant à l'école, c'est toute la nation, toute la nation qui est épris des valeurs de paix. Et pour ça, il faut vraiment des curriculums pour enseigner la paix. Dans certains pays, ça se fait. Au niveau du Togo aussi, on est dans le processus, parce que, pour votre information, notre structure WADEP Togo, depuis 2009, est en train de faire un plaidoyer à l'endroit du ministère de l'Éducation pour que la paix soit enseignée au niveau du préscolaire. Parce que nous pensons que d'abord, c'est là. Si la paix est enseignée dès le bas niveau, c'est plus facile que de parler de paix quand on devient jeune ou adulte. Mais quand on n'a pas été moulé dans les valeurs de paix, quand on devient adulte, quand on parle de paix, c'est un peu compliqué. Mais au niveau de l'école, comment ça va s'enseigner Alors, nous avons fait une expérience depuis 2009 à ce jour, et ça continue. Et c'est une expérience très formidable. Et comment nous avons procédé? Nous avons des clubs de paix dans les écoles. Et ces clubs de paix sont en fait animés par les éducatrices que nous appelons souvent les jardiniers d'enfants, qui, au niveau de toutes les matières, essaient d'enseigner la paix, parce qu'en réalité, la paix ne doit pas être une matière en soi, mais ça doit être transversal. Donc, quand elle fait son cours de dessin, par exemple, elle doit pouvoir introduire la notion de paix. Elle saisit les occasions pour parler de la paix. Par exemple, deux enfants qui se battent, elle doit pouvoir saisir cette occasion-là pour passer son message de paix, pour dire, en fait, dans la vie, il faut apprendre à communiquer, à être tolérant, à se comprendre. Si elle fait son cours de chant, elle profite de ce moment-là pour parler de la paix. Donc, nous avons aujourd'hui 163 écoles, plus précisément à Palimé et puis à Lomé, dans lesquelles nous avons initié ce projet depuis 2009. Donc, les éducatrices d'abord et les directrices ont été formées sur un certain nombre de concepts, puisque vous l'avez dit tantôt, il faut l'apprendre. Et donc, il faut comprendre, par exemple, quand un problème naît, comment chercher les causes profondes, parce que parfois, on a l'impression qu'on a trouvé la cause, mais en réalité, ce n'est que peut-être la cause apparente. Et donc, il faut chercher la cause profonde. Il y a des outils pour pouvoir analyser un conflit
conflit pour pouvoir savoir quels sont les acteurs du conflit. Et parmi même les acteurs, parfois on vous parle des acteurs dans l'ombre, parce que parfois ce que nous voyons comme les parties au conflit, en réalité, ce n'est pas eux les vrais partis au conflit. Il y a d'autres personnes qu'il faut aller chercher. Et une fois que vous les avez trouvés, c'est plus facile de résoudre le problème, puisqu'en réalité, c'est eux qui ont le dernier mot. Et donc, il y a plein de choses comme ça que nous enseignons aux éducatrices, aux directrices et aussi aux inspecteurs, parce qu'ils sont chargés de faire la supervision de tout ce qui se fait dans les écoles. Et donc, à ce jour, ces personnes sont formées, outillées pour savoir comment régler les problèmes dans les écoles, mais aussi comment transmettre la paix. Parce que enseigner la paix à des enfants, il faut avoir la méthode. Et donc, on ne se lève pas qui veut pour enseigner la paix, mais il faut avoir un bagage pour cela. À part ce niveau, il y a aussi les parents. Les parents ont un rôle dans l'édification de la paix. Et donc, dans notre programme, les parents aussi sont outillés pour être des modèles à la maison. Parce que si à l'école, l'enfant reçoit, on va dire, les bonnes leçons sur la paix et qu'à la maison, il y a de mauvais exemples, il y a un problème. Et donc, les parents aussi sont engagés dans ce programme-là pour comprendre qu'en fait, ils sont des repères pour les enfants. Mais est-ce que vous arriverez à toucher quand même Justement, parce qu'on ne pourra pas toucher tout le territoire togolais, c'est pour cela qu'il était nécessaire que dans les curriculums du préscolaire, qu'il y a déjà ou qu'il y ait ces valeurs de paix et de façon systématique, qu'on soit à Lomé, à Dapon, à Sekase, que la paix soit enseignée. Donc, actuellement, le processus est en cours. Nous espérons que d'ici très prochainement, ces curriculums-là vont sortir avec les valeurs de paix, parce que le Togo est en train d'éditer de nouveaux curriculums du système éducatif au niveau préscolaire. Mais est-ce qu'avec l'enseignement, cette forme d'apprentissage, on peut régler, est-ce qu'on peut arriver à inculquer la paix? Est-ce que d'autres paramètres ne rentrent pas en jeu pour bouleverser l'équilibre personnel, notamment les stress, le manque de moyens, les difficultés de tous les jours? Est-ce que ça ne contribue pas à polluer l'atmosphère pour créer des tensions? Oui, justement, et vous avez parfaitement raison. Mais nous allons partir sur de nouvelles bases. Nous avons des valeurs, et c'est des valeurs cardinales qui permettent d'avoir la paix, qui permettent de cultiver la paix. Et il faut commencer. Quand vous dites nous avons des valeurs, vous parlez de qui? Nous, la société africaine, la société togolaise, nous devons commencer par nous-mêmes d'abord. C'est ça que je veux dire. Parce que nous avons d'abord, en tant que chrétiens, la première valeur, c'est l'amour. Oui, tout le monde n'est pas chrétien. Oui, pour moi, je parle pour moi. Oui. Moi, en tant que chrétien, la première valeur, c'est l'amour qu'on nous enseigne. Après, nous avons des valeurs de solidarité, des valeurs que vous connaissez avec moi. On peut les citer plein. Bon, et maintenant, je m'arrête à votre première valeur. Hein. C'est une petite parenthèse. Vous dites que votre première valeur, c'est l'amour, la tolérance. Mais les chrétiens aujourd'hui, de plus en plus, est-ce qu'ils ne sont pas les plus intolérants, les intégristes, qui vilipendent les autres, qui pensent que les autres, dans la mesure où ils n'adorent pas le même Dieu, sont considérés comme des diables? Est-ce que ce n'est pas vous qui créez les problèmes? Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et il faut laisser des gens qui sont, je peux qualifier, qui cultivent l'utopie. Non, laissez. Moi, je vais parfois des réactions excessives. Là. Ce ne sont pas de bons chrétiens. Ah bon? Vous, par exemple, un bon chrétien, c'est celui qui a d'abord une valeur principale qui est l'amour de soi et l'amour du prochain. Même si le prochain n'a pas les mêmes croyances que vous. Mais il faut l'aimer. Parce que je me rends compte, j'ai été quand même surpris de la façon dont on a voué aux gémonies un certain évangéliste qui s'est proclamé Messie au cours de la semaine au Togo. Et du coup, ça a suscité des commentaires très durs et à gauche, à droite. Moi, je parle de ces formes d'intolérance. Je pense que c'est des abominations. Il faut les qualifier. C'est une abomination des abominations.
Qu'est-ce que vous appelez abomination? Ce qu'on nous a enseigné d'abord, c'est une parenthèse. C'est l'amour. Ouais. Quand nous nous aimons, on ne peut jamais penser à violenter son prochain. Jamais. Et que le message ne passe pas bien. Le message passe bien. Mais vous avez évoqué quelque chose, je vais rebondir. Vous avez dit qu'il y a des difficultés. Les gens n'ont pas de travail. Les gens ont faim. Et à côté, il y a des gens qui vivent dans l'opulence. Ça crée une situation de conflit, d'abord mentalement, et que les gens ne peuvent pas supporter jusqu'à un point. Donc nous devons travailler sur tous ces aspects-là. Je vais vous dire une chose encore. Quand vous allez dans le monde rural, d'où moi je viens, il y a beaucoup de situations qui peuvent amener à un conflit et à une guerre, à une menace. C'est des menaces permanentes qui sont là. Mais et on ne pense pas. Oui, on ne pense pas à ça. On pense que c'est parce que c'est le problème politique d'abord qu'il faut régler, alors que les vraies menaces sont derrière. Je vous dis. Moi, je viens du monde rural. Donc, et quelles sont ces vraies menaces? Les menaces sont là. Je vais vous donner un exemple. Chez moi, c'est l'agriculture. Il y a les bœufs qui traversent, qui viennent manger les champs des gens, qui sont là, qui cultivent paisiblement. Et il y a d'autres qui amènent les bœufs, qui viennent, ils saccagent tout. Et quand on les amène à la gendarmerie, c'est eux qui ont raison. Bon. Ce ne sont pas des menaces. C'est un dossier que je ne connais pas, c'est un dossier... Ce ne sont pas des menaces. Aussi vieux que oui. le Togo. Donc nous devons travailler sur certaines choses pour éviter réellement des conflits, des violences. Parce que le Togo a traversé une période très difficile. Et nous, organisation de la société civile, nous avons beaucoup contribué à amener la paix dans notre pays. Et si on ne prend pas garde d'introduire la paix dans nos systèmes éducatifs, pour qu'on commence à la base, je pense que nous ne pouvons pas parler dans 10 ans de culture de paix. Ah ouais. On ne peut plus. Monsieur Dissou, docteur Kessoubo disait tantôt que la culture africaine a des valeurs intrinsèques pour pouvoir promouvoir la paix. Est-ce que vous partagez la même analyse que lui? L'Afrique avec l'arbre palabre, cette disposition à régler les problèmes, à laver le linge sale en famille, à palabrer tout le temps. Tout à fait, je suis d'accord avec lui, parce que, vous savez, ce que nous avons comme culture occidentale vient de l'extérieur aujourd'hui, que nous adoptons, tous ceux-là qui ont inventé cette façon de vivre chez eux, le vivre ensemble chez eux, et qui nous le vendent maintenant, ils ont d'abord passé par l'Égypte. Et l'Égypte est en Afrique. L'Africain vient à l'Afrique a des valeurs qui malheureusement sont en train d'être perdues. Et c'est pour la raison pour laquelle nous devons, en tant qu'Africains, revenir à la base, revenir à nos valeurs. La dignité de l'homme, la dignité de l'être humain. Nous devons apprendre à l'enfant dès son bas âge que l'être humain a une dignité qu'on ne doit pas négliger. Nous devons apprendre à l'enfant que la solidarité, c'est ça. En Afrique, nous avons cette grande solidarité. C'est pourquoi nous avons des familles que l'on appelle la famille manche longue. Je suis à Amadou, mais à Amadou, autour d'Amadou, il y a beaucoup de familles. Et chez moi, je n'ai pas de cousin ni de cousine, mais on m'appelle mon fils, ma fille. Quand bien même c'est l'oncle, bien c'est la tante. Je suis son enfant. Donc cela voudrait dire que nous formons toute une grande famille. Et l'enfant, comme l'a dit Nora, doit apprendre à vivre dans cette solidarité. Cultiver cette solidarité dans laquelle il y a l'amour du prochain. L'amour du prochain que vous avez partout, dans presque toutes les religions, même les animistes, ils cultivent l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas grand-chose.
les valeurs africaines, nous sommes en train de les perdre. Nous devons revenir à ces valeurs africaines. Et pour y revenir, ça doit d'abord passer par l'école, ça doit d'abord passer par l'éducation civique et morale. Et nous avons la chance aujourd'hui, feu président Eyadema, paix à son âme, depuis 1998, a tout fait pour que l'éducation civique et morale soit une réalité dans nos écoles. Et en 2002, il a donné l'exemple lorsqu'il devait accueillir Sasakawa, celui qui était à l'époque le chef de l'UNESCO. Il avait brandi à l'époque 2 documents d'éducation civique et morale à l'école. Et si ça avait été une réalité, aujourd'hui, nous serons fiers. Parce que ceux que nous avons comme enfants, qui vont constituer la génération à venir, ont été éduqués dans la violence. Et c'est ce que nous devons combattre aujourd'hui, en leur inculquant les valeurs africaines. C'est vrai que nulle part ailleurs il n'est écrit une valeur africaine, il n'est écrit la paix. Mais puisque nous fêtons les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous devons tout faire pour que les valeurs humaines que véhicule la Déclaration humaine, la Déclaration universelle des droits de l'homme, soient inculquées véritablement à nos enfants. Ces enfants qui constituent la relève de demain, une fois fait, je crois quand même que même dans nos tombes, nous allons vivre, nous allons dormir en paix. Madame Noviekou, existe-t-il de bonnes guerres ou de mauvaises paix? Une grande question. Alors, mauvaise, vous avez dit? Mauvaise paix ou bonne guerre? Je pense que la guerre, c'est la guerre. Elle a une connotation négative. La paix, elle a un sens positif. Et il saurait y avoir de bonnes guerres, à mon avis, et de mauvaises paix. Par contre, pourquoi je dis ça? Peut-être je vais justifier ma réponse. La guerre toujours fait des dégâts. On a toujours eu des pertes. Même si on a parfois l'impression que ça corrige quelque chose, il n'y a pas de comparaison à faire dans ce que donne comme résultat ou conséquence de la guerre et ce qu'on a en termes de conséquences de la paix. Quand vous prenez aujourd'hui la guerre en Syrie, depuis 2011, 7 ans et en allant. Aujourd'hui, on a dépassé même 7 ans, bientôt 8 ans. Ça donnait quoi? Si ne serait-ce que des pertes en vies humaines, beaucoup de pertes en vies humaines, plus de 100 000 morts, beaucoup de dégâts matériels, mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé la solution. Vous prenez peut-être le mauvais exemple. Moi, je prends le Mali, où il a fallu mettre en place un dispositif militaire pour combattre des djihadistes. Alors, cette guerre, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Est-ce une guerre? Est-ce une guerre? Là, peut-être on va revenir sur ce que c'est que la guerre et ce que c'est que la paix. Donc, oui, je voulais réagir. C'est que ce qui se passe dans certains pays, comme le Mali, le Niger, et ça, c'est des situations géopolitiques, des intérêts, des grandes puissances. Et j'ai rencontré une dame qui a travaillé dans le système des Nations Unies, qui a travaillé dans le domaine de la paix, qui me disait ceci: j'ai démissionné de mon poste parce que j'ai compris qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas et que l'utopie dépasse la compréhension humaine, que ces grandes puissances, entre guillemets, qui nous dictent la paix, c'est eux qui font la guerre. Et au Mali, c'est eux qui sont là pour faire la guerre. L'Afrique n'a jamais fabriqué une arme aussi sophistiquée que ce que nous voyons au Mali. Les Maliens n'ont jamais fabriqué une arme
c'est ces puissances-là qui dictent la paix, qui envoient les armes au Mali. Donc, nous allons parler d'une bonne guerre au Mali, parce qu'on a armé des personnes qu'on a appelées djihadistes, et que les bonnes personnes vont aller combattre les djihadistes qui sont aussi maliens. Donc voilà, c'est ça, c'est l'ambiguïté. Donc, il n'y a pas de bonne guerre. Il y a des gens qui font la guerre parce qu'ils ont besoin de sang. Ou bien ils ont besoin des organes humains. Et on va aller déclarer la guerre, et on va aller capter les gens, on va aller enlever les organes, on met dans les congélateurs, allez, paf, on amène dans leur pays pour servir. Et ils disent que c'est de bonne guerre. Ou bien parce qu'on veut prendre le pétrole du Mali, du nord du Mali, ou bien de l'Irak, on va déclarer une guerre, on va dire que c'est une bonne guerre. Oui, mais... Donc, il n'y a pas de bonne guerre. Mais parce que vous m'avez dit que vous êtes chrétien, hein, dans la Bible, il y a des guerres qui ont été quand même gagnées par le concours, grâce au concours de l'Éternel. Est-ce que là, ce sont de bonnes guerres? Bon, si nous allons partir et aller faire des recherches dans la Bible, vous allez voir que c'est à l'origine de la création de l'homme, il n'y a pas de guerre. Nous avons cherché, comme disait notre ami, c'est l'homme ou bien la nature. Donc, si nous voulons dire que c'est de bonne guerre parce qu'il y a une partie qui a gagné l'autre, qui a vaincu l'autre, non, ce n'est pas une bonne guerre. Je peux peut-être... Non, ce n'est pas une bonne guerre. Il serait intéressant de mettre encore un peu d'accent sur cet aspect-là pour dire qu'en réalité, parler de bonne guerre n'a pas de sens. Et parce que la guerre a toujours donné des conséquences négatives. Et moi, j'ai appris en histoire-géo à l'école les conséquences positives de la guerre. Et comparé aux conséquences négatives, ça donne quoi en termes d'équilibre? Ça donne quoi? Les conflits permettent parfois de d'aller inventer des plus grandes armes. Non, c'est vrai que les conflits... Tu as dit les conflits, hein? Tu n'as pas dit la guerre. Il y a une nuance. Les conflits permettent parfois de rétablir l'équilibre, de rétablir l'ordre. Les conflits, mais pas la guerre. La guerre a parfois donné l'impression qu'on a rétabli l'équilibre, mais souvent les dégâts qu'on en ressort sont assez grands. Et donc, pour moi, je crois qu'il est important aujourd'hui à quelques jours après la journée internationale de la paix, le 21 septembre passé, qu'il est important de dire il n'y a pas lieu d'encourager les guerres, mais plutôt de promouvoir la paix, mais tout en mettant l'accent sur ce qui cause en fait ces conflits-là ou qui amènent aux guerres. C'est par exemple les injustices sociales, c'est les frustrations, c'est la mauvaise gouvernance et tout ça, la pauvreté, tout, c'est ces éléments-là qui amènent parfois à ce qu'on arrive là, c'est-à-dire l'extrême. Et donc, ce n'est pas une raison non plus pour dire il faut arriver là, mais plutôt comment nous faisons pour ne pas arriver à l'extrême. Et donc, il est important que chaque acteur à son niveau puisse voir dans quelle mesure il pourra contribuer à vraiment réduire le risque et arriver à construire un État ou une société plus stable. Parce que sans paix, sans stabilité, rien n'est possible. La preuve, s'il n'y avait pas un minimum de stabilité, je ne suis pas sûr que nous serons sur ce plateau en train d'échanger, de réfléchir. Mais il serait même difficile de quitter sa maison pour venir vers nos studios. Monsieur Dissou, est-ce qu'il y a de mauvaises paix? Vous avez... Oui. La guerre, c'est toujours la guerre. Non, je parle de la paix. Non, j'en viens. La guerre, c'est toujours la guerre. Mais la mauvaise paix, je conçois je pense qu'il y a de mauvaises paix. Les mauvaises paix sont plutôt les mauvaises résolutions des conflits. Expliquez-vous. La mauvaise résolution des conflits. Il y a un conflit qui naît. Comment régler maintenant, régler ce conflit? Il faut aller à la racine et non rester à la surface. Aller à la racine. L'exemple du Mali que vous venez de donner, c'est un exemple de mauvaise paix.
Ce n'est pas parce qu'on a armé des gens pour combattre les djihadistes qu'aujourd'hui, les Maliens peuvent se dire qu'ils sont en paix. La preuve, c'est que ces djihadistes-là, malheureusement, ils trouvent toujours des failles pour venir frapper. Donc, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise paix, il faut aller à la racine des conflits. Chercher à régler une fois pour de bon ces conflits et maintenant entretenir la chose, faire le suivi pour prévenir, pour que cette résolution ne soit pas encore Est-ce qu'on peut résoudre tous les conflits? Est-ce que tous les conflits sont solubles? Prétendre régler tous les conflits, il me semble que c'est semblable à vouloir... Oui, tant qu'il y aura toujours des humains sur cette terre sur laquelle nous habitons, il y aura toujours des conflits. Mais il faut toujours chercher à régler véritablement ces conflits. Parce que nous oublions quelque chose, c'est la convoitise, les oppositions entre les conceptions des choses, le vivre ensemble, qui sont à la base de ces conflits qui naissent, la jalousie et les rivalités, et qui mènent au désordre auquel nous assistons. Donc, c'est naturel, la jalousie est naturelle en l'être humain, mais il faut arriver à un certain moment que cette jalousie ne soit pas dominante, mais qu'il y ait plutôt le côté amour, et pourquoi pas la charité. Et si on y inclut la charité, je crois quand même que nous allons essayer de régler un tant soit peu certains conflits qui ne vont pas dégénérer en violence. Un monde sans conflit, est-ce que... Docteur Kessoupa, oui, je voulais ajouter aussi que si nous pesons un peu le côté guerre et côté paix, les guerres sont devenues de plus en plus chères que ce qu'on investit dans la paix. Donc, vous voyez vous-même qu'il n'y a pas de comparaison. Donc, il vaut mieux investir dans la paix que de dire qu'on veut faire une bonne guerre. Un monde sans conflit, est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que c'est envisageable? Vous qui travaillez pour la promotion de la paix, Madame Nora Noviekou. Alors, si nous considérons, nous définissons le conflit comme tout simplement un désaccord, une mésentente, un monde sans conflit n'est pas possible. Le conflit est inhérent à l'être humain, mais c'est la gestion qu'on en fait de ce conflit-là qui est important maintenant à voir. Donc, on peut transformer un conflit en situation, bien en point positif, comme l'aggraver. Et donc, c'est pas le conflit en réalité qui est le problème. Le fait que toi et moi, par exemple, sur un sujet qu'on ne s'entende pas n'est pas encore un problème. Mais c'est comment nous gérons ce désaccord-là qui est le problème. Donc, quand vous voyez un peu dans le monde entier les crises qu'il y a, les déséquilibres qui existent aujourd'hui, juste parce qu'on ne s'est pas compris, juste parce que peut-être quelqu'un a voulu, l'autre s'est senti peut-être brimé. Et donc, en réalité, le conflit n'est pas un souci, mais c'est comment nous gérons. Est-ce que nous voulons régler véritablement les problèmes ou nous faisons semblant de régler les problèmes? Donc, un monde sans conflit n'est pas possible, mais un monde, paisible est possible si chacun s'y met, si chacun s'engage à éviter l'injustice, à éviter un certain nombre d'éléments comme la corruption et autres. Oui, c'est possible d'avoir la paix, mais ça se construit. On parle parfois du principe de non-violence pour régler les conflits. Monsieur Dissou, non-violence, est-ce que ça peut être efficace partout? Parfois, est-ce qu'il n'est pas bon de crever l'abcès? On en découvre, puis... Oui, pour moi, crever l'abcès, c'est d'aller au fond de même du problème. Chercher la racine de la cause profonde du conflit. Mais c'est vrai que chercher à régler les problèmes par la voie de la non-violence, oui, c'est aussi une philosophie. Mais l'histoire nous a toujours montré que tous ceux qui ont développé ou bien opté pour cette philosophie sont toujours partis par la voie violente. Mais n'empêche, ce n'est pas parce que les autres sont partis par la voie violente que nous, aujourd'hui, nous n'allons pas cultiver la non-violence. Mais elle est l'arme la plus difficile, la plus dure. Parce que si vous êtes en face de quelqu'un qui, lui, chaque jour ne pense qu'à brandir la menace à force, et toi, tu te tais. Mais il a plus peur de toi.
celui-là qui est armé, qui est en face de celui-là qui est désarmé. Mais malgré ce qu'il lui fait, pour lui faire peur, il se tait. Mais, comme on le dit chez nous en Milan, l'aveugle qui dit je vais te jeter une pierre, c'est ce que l'aveugle a déjà le pied sur une pierre, ou bien il a déjà la pierre dans sa poche. Mais pour revenir à la question même, je crois quand même que la meilleure manière de vivre ensemble, c'est de pratiquer la non-violence. Parce que la violence n'a jamais construit, hein. Elle est toujours destructrice. La guerre, par exemple, elle est violente. Même la violence verbale. La violence verbale. Le regard que nous portons sur l'autre, même le regard simple, le simple regard physiquement, je regarde la personne, ça peut être un regard violent. Je voulais aussi ajouter que la non-violence est une arme fatale de l'humanisme. Et nous avons besoin de la non-violence pour réellement arriver à la paix. Donc, c'est une nécessité qu'il faut passer par la non-violence. Et on ne peut pas régler les affaires par la violence. Donc, il faut aussi cultiver cette non-violence, quand bien même nous savons que les gens qui l'ont prônée sont partis d'une manière violente. Je pourrais ajouter en disant, en fait, ces personnes, ou bien ces teneurs de la non-violence qui sont partis de façon non-violente, en réalité, ce n'est pas eux qui ont exercé la violence, mais plutôt on a exercé la violence contre eux. Et souvent, dans les principes de la non-violence, il faut comprendre aussi la non-violence comme, en fait, une démarche active qui te permet d'abord de faire violence sur toi pour ne pas faire violence sur l'autre. Et donc, c'est pas juste un concept en l'air, mais c'est un concept plein de sens avec un certain nombre de réalités. La personne qui opte pour la non-violence doit comprendre qu'il doit être prêt aussi pour souffrir, parce que si tu veux passer un message. Mais un grand homme de la non-violence aussi, à la personne de Gandhi, disait que parfois, si il fallait choisir entre la violence et la lâcheté, il aurait choisi la violence. Pour dire que parfois, il y a des limites aussi. Il faut aussi être réaliste. Il y a des limites où, quand ça ne va pas, parfois, comme on le dit, c'est un peu le... comment dire le scénario du chaos, parfois, ou le scénario de l'affrontement, parfois, est envisageable. Mais il ne faudrait pas prôner à chaque fois ce schéma-là, parce que ça n'aide pas beaucoup. Par contre, dans la non-violence, on peut beaucoup gagner parce qu'il faut communiquer, il faut essayer de se comprendre, il faut chercher les causes, il faut chercher des stratégies. Mais souvent, on ne prend pas le temps, en fait, de chercher toutes ces stratégies et on pense automatiquement qu'en allant par la violence, on va régler le problème. 30 secondes chacun pour conclure cette émission. Je l'ai dit en introduction, c'est la journée internationale de la paix, le 21 septembre. Le thème de cette année, c'est le droit à la paix, 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une forme de bilan et ce bilan n'est pas reluisant. En 30 secondes, monsieur Dissou. Tout à fait, ce bilan n'est pas reluisant, mais nous avons toujours la Déclaration universelle des droits de l'homme avec ses valeurs qu'elle prône. Et tout simplement, moi je nous invite, à commencer par moi-même, au respect mutuel. Je respecte l'autre, il me respecte, je respecte ses biens et je respecte les biens de l'État, je respecte la loi. Je crée autour de moi l'amour possible, l'amour du prochain. Donc ça doit commencer par moi pour dire que la paix, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous. Chacun doit jouer sa partition à quelque niveau que ce soit. Docteur Kessoupo, il est temps que toutes les nations et tous les peuples respectent les engagements de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce que dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Oui, il est évident que depuis que notre Déclaration universelle des droits de l'homme est là, et les gens qui ont pensé à cette déclaration, moi je les félicite et je les remercie parce que c'est des trucs qui sont là, des valeurs et que nous devons porter chacun en soi et on doit marcher avec cette Déclaration universelle des droits de l'homme et on doit partager, on doit la vulgariser parce qu'elle est encore un outil très important pour l'humanité. Madame Noviekou? Oui,
J'appuierai toujours sur le point sur la Déclaration universelle des droits de l'homme pour dire que chaque acteur doit en faire son outil de travail. Parce que la Déclaration a tout dit. Le droit à la vie, le droit à l'identité, le droit à un environnement sain, bref, les droits socio-économiques et culturels d'une part, et puis les droits civils et politiques de l'autre part. Et donc, si nous arrivons à vraiment s'en approprier, en réalité, la paix, elle est effective. Elle sera effective. Merci, en tout cas, c'est sur cette note d'espoir qu'on va refermer cette première partie de New World Forum. Merci de votre riche participation. On va marquer une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum. À tout de suite.